Ce 11 juin 2020, nous aurions dû nous rencontrer à Paris pour notre traditionnelle réunion qui, depuis la création de notre association en 1986, s'est toujours tenue en juin dans la ville lumière. Il est parfois bon d'être forcé de s'adapter, se renouveler, changer nos habitudes. L'écriture chinoise du mot crise se compose, comme vous le savez, de deux caractères, l'un représentant le danger et l'autre l'occasion à saisir. Tout d'abord la peur, puis la résilience, l'émergence d'une résistance active. C'est pourquoi je suis particulièrement heureux de vous accueillir à nos vidéoconférences du jour et vous remercie d'y participer en direct ou de prendre le temps de les visionner en différé. Depuis le début de cette crise sanitaire, puis économique, qui nous frappe tous à travers le monde, EAI International a cherché à garder le contact entre nous tous et à échanger nos expériences lors de 4 sessions Zoom réalisées au mois d'avril. Notre réunion régionale à Panama a été reportée à l'année prochaine, tout comme notre réunion des pays de l'Est à Chypre. Une première vidéoconférence organisée en espagnol la semaine passée a eu beaucoup de succès. Elle a été animée par notre vice-président Emily Cole sur la sortie de crise avec le concours de 2 professeurs espagnols. Aujourd'hui, nous continuons de parler de l'après-crise avec l'intervention de M. Gilles de Courcelles, qui a répondu à l'invitation de notre membre parisien Janin Audace, que je remercie vivement. M. de Courcelles va nous parler de l'opportunité d'ajouter un nouveau métier à notre pratique quotidienne, l'évaluation d'entreprise. Monsieur de Courcelles est associé fondateur de Ricol Lasteri, société indépendante d'expertise et de conseil à Paris. Il est chargé des missions d'évaluation d'entreprise, de droits sociaux et de préjudice économique. Je me réjouis de l'entendre et je lui cède immédiatement la parole. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que vous m'entendez bien les uns et les autres? Voilà, et merci à Jean. Merci, Monsieur le Président, de ce mot d'accueil. Merci de l'honneur que vous me faites en intervenant devant les associés de votre réseau international. Je remercie effectivement aussi Janin Audace de la confiance qu'il m'a fait en vous proposant que j'intervienne ce matin. Et je remercie aussi Jérôme Moyenneau de l'aide qu'il m'a apportée pour préparer cette matinée. Le thème que vous voyez affiché sur cette première slide, évaluateur une nouvelle profession, et en sous-titre, l'adoption de normes d'évaluation internationale conduit-elle à fonder une profession d'évaluateur, est effectivement le sous-jacent de notre entretien de ce matin. Mais l'objectif, pour moi, me semble être triple. D'abord, vous faire comprendre l'origine d'un mouvement historique qui a pris naissance, j'allais dire, au moment même où votre réseau se constituait, puisque c'est au cours des 30 dernières années que s'est développé un mouvement qui est aujourd'hui en train de se consolider, qui fait apparaître des normes d'évaluation internationale et une forme de consolidation d'une activité d'évaluateur à laquelle vos cabinets ne peuvent pas être indifférents. Le deuxième objectif, c'est de vous présenter l'infrastructure qui a supporté et qui supporte encore aujourd'hui ce mouvement et cette consolidation à travers l'International Valuation Standards Council et les normes qui les dictent, c'est-à-dire les International Valuation Standards, qui sont probablement
une occasion de s'appuyer sur un travail international qui a été fait et qui est destiné à ce que, si vous le souhaitez, vous puissiez vous les approprier et gagner beaucoup de temps grâce à cela. Enfin, et mon troisième objectif, ce serait de vous inciter à réfléchir, mais je pense que cette réflexion est déjà en cours, sur les opportunités pour vos cabinets, pour votre réseau, si vous décidez de vous intégrer dans ce mouvement de consolidation d'une démarche d'évaluateur fondée sur des normes internationalement reconnues. À l'issue de cet exposé, que j'espère pas trop long et pas trop ennuyeux, je vous proposerai que l'on échange et que l'on puisse réagir aux propos que j'aurais pu tenir et aux naturelles insuffisances que ces propos pourront contenir. J'ajoute, et je le redirai en fin de présentation, que vous pourrez bien évidemment, dans les jours ou dans les semaines qui viennent, m'envoyer par mail des questions complémentaires en ayant la gentillesse de mettre Jérôme en copie pour qu'il soit bien au courant des échanges qu'il pourrait y avoir si vous cherchez des éclaircissements, de quelque nature que ce soit, sur les propos que nous avons pu échanger. Je propose à Jérôme qu'on saute la page sommaire, elle n'est pas utile à ce stade-là, et même si c'est immodeste, je dois quand même me présenter un minima à vous, comme l'a fait le président Marguerat, simplement que vous puissiez me situer un tout petit peu. Mon parcours académique, il est assez simple, c'est un parcours de juriste, c'est un juriste qui, passionné par le commissariat aux comptes, c'est-à-dire l'audit, au sens anglo-saxon du terme, finalement a basculé dans le monde du chiffre. Et depuis mon début de carrière, j'ai toujours souhaité vivre à la fois dans le monde du droit et dans le monde du chiffre. Pourquoi ? Parce que je pense que le monde du droit est extrêmement structurant, qu'il permet de comprendre les échanges entre les parties, les contrats, la nécessité de la conformité, et que le monde du chiffre a un avantage considérable, c'est qu'il nous met en prise beaucoup plus naturellement avec l'entreprise et surtout la création de richesse de l'entreprise que l'on voit, nous, comptables, à travers les bilans et les comptes de résultats. Et que les deux aspects me séduisent. C'est probablement ce qui a conduit à ce que j'ai un parcours professionnel finalement assez simple, parce que en France, nous avons un professionnel reconnu qui s'appelle René Ricol. Et il se trouve que René Ricol, j'ai eu l'honneur et la chance de le connaître quand je faisais mes études de droit et que je lui ai dit que je m'intéressais aux chiffres et qu'il m'a accueilli dans son premier cabinet et que ça fait maintenant donc plus de 30 ans que j'ai l'honneur de travailler à ses côtés comme associé. Je passe rapidement sur notre cabinet, notre pratique, par contre, effectivement, mais si elle fut longtemps dans l'expertise comptable et dans le commissariat aux comptes, et maintenant depuis 15 à 20 ans, essentiellement consacrée à l'évaluation financière, à l'évaluation des entreprises, à l'évaluation des titres de société. Et c'est avec cette expérience que j'ai l'honneur d'être expert près la Cour d'appel de Paris. Plus important pour vous peut-être mon parcours institutionnel. Dans notre cabinet, nous avons l'habitude, mais je vois qu'elle est partagée aussi chez vous, de nous investir beaucoup dans les institutions. Nous pensons que c'est très important pour les cabinets de petite, de moyenne taille également, de s'investir dans les institutions de façon à ne pas se faire préempter par les grandes structures le pilotage de nos professions. Et donc, j'ai été membre du bureau de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
j'ai usé mes fonds de culotte avec Jeannin Audace, qui a été aussi un représentant très important de cette profession de commissaire aux comptes en France. Je suis membre du bureau du Conseil national de la Compagnie nationale des experts de justice, des experts comptables de justice. Je suis passionné par l'arbitrage et par la médiation. Mais surtout, pour vous aujourd'hui, j'ai l'honneur effectivement d'être président de la Fédération française des experts en évaluation, que je vais vous présenter rapidement pour que vous voyez un petit peu quelle a été notre démarche. Et je suis aussi le représentant de la France auprès de l'IVSC, l'International Valuation Standards Council. C'est uniquement avec cette casquette de représentant de l'IVSC que je m'adresserai à vous aujourd'hui. Jérôme, si nous pouvons regarder effectivement ce slide consacré à la Fédération française des experts en évaluation. Cette fédération est une fédération relativement jeune. Elle a été fondée par un homme qui avait été président de l'Ordre des experts comptables, qui s'appelle Dominique Ledouble. Et elle avait vocation à ce que la France soit présente à l'IVSC. Mais plutôt que d'aller en ordre dispersé, c'est-à-dire cabinet par cabinet ou institution par institution, pour aller se frotter à l'international en matière d'évaluation, nous avons d'emblée, c'était en 2010-2011, la création de la Fédération française des experts en évaluation, nous avons d'emblée souhaité une construction institutionnelle en faisant adhérer à cette fédération non pas des hommes et des femmes, non pas des cabinets, mais des institutions professionnelles. Ce qui fait que nous avons 12 organisations professionnelles qui sont membres de cette fédération. Ce qui est intéressant à noter pour vous, me semble-t-il, c'est que d'emblée, nous avons fait le choix aussi de réunir autour du thème de l'évaluation des professionnels de la comptabilité et de la finance d'une part et des professionnels issus du secteur immobilier d'autre part. Et je pense que vous le comprendrez mieux quand je vais vous expliquer effectivement le trajet, le mouvement qui a été initié il y a une trentaine d'années dans ce secteur, l'importance de la profession immobilière et des évaluateurs immobiliers. Les associations professionnelles que nous avons retenues dans cette fédération sont les plus importantes, notamment dans le domaine du chiffre, de la comptabilité et de la finance, puisque parmi les fondateurs, nous avons le Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables français et nous avons la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Nous avons aussi une organisation très importante dont Jeannin Audace a d'ailleurs été président, un très, très brillant président, qui s'appelle la Compagnie des conseils experts financiers, qui est une organisation qu'on avait créée avec Jeannin et quelques autres au début des années 90 et qui déjà considérait qu'on devait s'intéresser à la finance, on devait s'intéresser à l'évaluation, mais que ces thèmes-là ne pouvaient pas être préemptés par une profession en particulier. Certes, les cabinets comptables, les cabinets d'audit ont une appétence particulière pour l'évaluation, mais le métier d'évaluateur, notamment en entreprise, n'est pas composé que d'hommes ou de femmes du chiffre. Et donc, la compagnie des conseils experts financiers, qu'on a développée avec Jeannin, d'emblée a réuni non seulement des experts comptables, mais des avocats, des notaires, des conseils financiers et des conseils en gestion de patrimoine. Je disais, 4 de ces organisations sont issues des professionnels du secteur immobilier. 3 d'entre elles sont essentiellement des organisations nationales. Ce sont les plus importantes associations
de professionnels du real estate en France qui sont là. Mais, quitte à faire rougir Kay Merriman ou Mark Rubinson, je dirais que nous avons l'honneur d'avoir dans notre organisation française le French chapter du RICS, le Royal Institute of Chartered Surveyors. C'est très important. Cet organisme, le RICS, j'aurai l'occasion d'en reparler, car certes, c'est une institution britannique remarquable, mais comme souvent ce qui est britannique, il y a un goût extrêmement important pour le développement international, et c'est vrai que je tire mon chapeau au développement international du RICS et de l'aide que le RICS a toujours apporté au secteur de l'évaluation et à l'élaboration de normes techniques. Nous y reviendrons. Cette association professionnelle a une orientation clairement définie, et c'est la raison pour laquelle je m'exprime devant vous ce matin. C'est d'abord la représentation au plan international des experts français en évaluation et bien évidemment auprès de l'IVSC. J'insiste sur cette représentation au plan international des experts français. En fait, on s'aperçoit que les Français ont du mal à se positionner souvent sur les organisations internationales, les institutions internationales, probablement parce qu'ils ont longtemps considéré que le français devrait être une langue universelle. Il se trouve que c'est plutôt l'anglais qui l'a emporté. Le français reste une belle langue, donc il y a une forme de timidité des organisations françaises à participer à des mouvements internationaux. Pour autant, c'est très important, quels que soient les pays qui sont les vôtres, puisque vous avez là, on a ce matin un ensemble de représentants des pays européens. Comme vous avez pu le voir aujourd'hui, les grandes décisions, par exemple les normes internationales comptables, sont prises par des organismes dans lesquels les petits pays ou les moyens pays européens ne sont pas toujours suffisamment représentés. Et donc, je crois que tous ces pays doivent monter au créneau pour pénétrer les organisations internationales. La deuxième orientation, c'est la promotion des normes édictées par l'IVSC, leur application et la diffusion des bonnes pratiques. Nous sommes effectivement persuadés que avoir un corps de normes qui existe et qui d'emblée a une dimension internationale, une reconnaissance internationale, est finalement un plus pour une organisation nationale parce que ça ajoute en crédibilité. Nous verrons tout à l'heure que ce n'est pas parce qu'on est une organisation nationale que l'on est contraint par des normes internationales. Nous savons qu'en matière d'évaluation, par exemple pour des évaluations fiscales, qu'il y a toujours des contraintes nationales. Et vous verrez tout à l'heure que l'intelligence des normes IVS, c'est à la fois de proposer un corpus international, mais de laisser de la place pour les particularités nationales. Enfin, notre orientation, ce sont les relations avec les autorités françaises concernées par les questions d'évaluation, et puis les échanges d'expériences et les partages de connaissances entre les membres. Et puisqu'on a la chance d'avoir une représentation de Euraudit International en France, je suis vraiment ravi de partager avec vous ce matin là-dessus. J'ajouterai enfin que la Fédération française, c'est une organisation légère. Je crois qu'il faut fuir les coûts trop importants. Tous nos cabinets le savent, on paie trop de cotisations. Donc, le risque de payer de nouveau des cotisations pour une autre organisation, nous l'avons d'emblée managé avec une structure administrative légère parce qu'elle est partagée avec des organisations proches, que ce soit un délégué général à temps partiel ou que ce soit des locaux partagés.
Par contre, ce qui a le plus de valeur, mais qui n'est pas monnayé, c'est l'implication intellectuelle par les représentants de chacune de nos organisations. Et puis, vous le savez bien, puisque vous êtes une organisation internationale, les coûts de déplacement internationaux sont extrêmement coûteux et posent souvent des problèmes, même si aujourd'hui nous sommes presque ramenés à ne plus pouvoir nous déplacer internationalement, vous l'avez rappelé, M. Marguerat, tout à l'heure, mais effectivement, nous avons pris un mode opératoire qui consiste à ce que, bien qu'on soit une organisation institutionnelle, toute personne qui s'y implique va y trouver un avantage intellectuel et la contrepartie, c'est qu'il prendra en charge tous ses coûts de déplacement, ce qui nous permet quelque chose d'assez simple. Maintenant, je vous disais que le rôle essentiel de la Fédération française des experts en évaluation, c'est effectivement de travailler au niveau international et plus particulièrement avec l'International Valuation Standard Council. Quelques mots sur cette organisation. C'est une organisation qui aujourd'hui est devenue puissante. L'IVSC comprend plus de 130 membres sur le plan international. Ces membres sont de 3 ordres. Nous avons des organisations professionnelles, nous avons des institutions nationales et nous avons des institutions économiques. C'est quoi les organisations professionnelles? Eh bien, les organisations professionnelles, ce sont des associations professionnelles d'évaluateurs, que ce soit dans le domaine de l'évaluation d'entreprise, que ce soit dans le domaine des biens immobiliers, que ce soit dans le domaine des instruments financiers. Ces organisations professionnelles sont parfois positionnées sur une seule activité, l'évaluation d'entreprise, mais parfois elles peuvent avoir des activités évaluation d'entreprise et évaluation immobilière. Il y a également des institutions nationales. Qu'est-ce qu'une institution nationale? Eh bien, par exemple, ça aurait pu être le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, parce que, par exemple, l'American Institute of CPA est membre, en tant qu'institution nationale, de l'IVSC. Nous, en France, comme je vous l'ai dit, nous avons préféré fédérer ces institutions nationales pour qu'elles soient représentées par une seule entité, et ça les oblige à parler d'une seule voix, ce qui, je vous l'avoue, en France, n'est pas facile de faire parler d'une seule voix des institutions nationales. Enfin, nous avons des institutions académiques. Les institutions économiques, c'est souvent des universités ou des organisations qui sont rattachées à des universités. Prenons par exemple la situation italienne. Monsieur Adriano Cancellani connaît peut-être Monsieur Mauro Robini. Mauro Robini, c'est un professeur de finance à l'université prestigieuse Bocconi à Milan et c'est le président de l'Organismo Italiano di Valutazione. Et on voit là qu'une institution académique extrêmement importante comme Bocconi, par le biais de l'OIV, a décidé d'être membre académique de l'IVSC. Je vous dis cela pour vous faire apparaître la richesse des échanges qu'il peut y avoir à croiser les points de vue de 130 organisations dont les fondamentaux ne sont pas nécessairement les mêmes. Ces membres sont répartis dans 65 pays. Ça veut dire déjà que dans un nombre important de pays, nous avons au moins 2 membres, voire plus. Ceci s'explique, comme je l'ai dit tout à l'heure, par le fait que certaines organisations représentent une activité, real estate par exemple, plutôt que business valuation. La deuxième chose, c'est que on peut avoir effectivement à la fois dans un pays une institution nationale, une organisation professionnelle, une institution académique.
Mais regardons le positionnement géographique de nos organisations. 20 membres sont présents sur l'Asie et le Pacifique, en ce compris la Chine, Singapour, l'Indonésie. 27 sont présents en Europe, continent peut-être un peu trop morcelé, mais une bonne présence. 6 sont présents aux Amériques, bien sûr l'Amérique du Nord à travers les États-Unis et le Canada, mais aussi un nombre consistant de pays d'Amérique du Sud. Et puis, on note une présence de plus en plus soutenue des organisations qui viennent du Moyen-Orient et de l'Afrique. Et c'est sans doute quelque chose à avoir en tête pour des réseaux internationaux comptables comme le vôtre. Enfin, je l'ai dit tout à l'heure, ces membres sont positionnés sur des domaines distincts, Real Estate, Business Valuation et Financial Instruments. La mission et l'objectif de la VSC, elle est très simple. Une mission, promouvoir et améliorer la qualité au sein de la profession d'évaluateur. Et vous voyez dans ce terme que l'IVSC a pris comme position que l'évaluation devait être professionnalisée et qu'il fallait soutenir la naissance et la consistance d'une profession. On aura l'occasion d'échanger tout à l'heure pour savoir si un comptable évaluateur, un auditeur évaluateur est une profession d'auditeur ou une profession d'évaluateur. Mais ne nous y trompons pas, nous vivons dans un monde où nous exerçons au cours de notre carrière, ou au même moment, plusieurs professions. Dans un cabinet d'audit, vous allez être expert comptable, vous allez être auditeur, peut-être si vous travaillez plus particulièrement dans le domaine de l'assurance, vous serez peut-être actuaire et vous revendiquerez la profession d'actuaire en sus de votre profession d'auditeur ou d'expert comptable. D'où cette idée qu'il faut affirmer la profession d'évaluateur, mais une profession qui ne soit pas exclusive. Ce n'est pas une profession qui ferait que si je suis évaluateur, je ne peux pas être expert comptable, je ne peux pas être auditeur. Non, la profession d'évaluateur, c'est un élément d'une profession déclinée dans un cadre pluriprofessionnel. Ça, c'est la mission. L'objectif, il est essentiel. Accroître la confiance du public dans les processus d'évaluation en établissant des normes et en veillant à ce qu'elles soient adoptées et appliquées pour l'évaluation des actifs dans le monde entier. C'est un élément fondamental. De la même façon qu'on a créé les IFRS pour que les utilisateurs d'états financiers parlent le même langage, nous avons besoin de parler le même langage en termes d'évaluation. Et nous ne pouvons le faire que si nous avons des normes qui sont acceptées par l'ensemble des pays, adoptées et pas adaptées. Ce sont des termes qui ne sont pas synonymes. Adopter, ça veut dire décider de s'approprier des normes. Adapter, c'est de dire j'ai des normes nationales et je vais mettre une couche de normes internationales pour adapter mes normes nationales aux normes internationales. Nous pensons qu'en fait, les normes internationales sont des normes ombrelles. Nous verrons tout à l'heure que ce ne sont pas des normes d'une technicité extrêmement contraignante, ce sont des normes qui mettent en avant le jugement professionnel. Mais bien sûr, il faut encore, si elles existent, qu'elles soient appliquées, et ce pour l'évaluation des actifs dans le monde entier.
En deux mots, comment se passe la gouvernance de l'IVSI? Vous pourrez vous rendre sur le site internet de l'IVSI, mais je vais essayer, en vous présentant les quelques boards qui existent, de vous expliquer en même temps le mode de fonctionnement. Tout en haut, nous avons un Board of Trustees. Ce Board of Trustees, il est responsable de l'orientation, de la gouvernance, de la stratégie et du financement. Il a aussi en charge la désignation et la supervision des boards techniques. Pour vous illustrer le profil des membres du Board of Trustees, nous avons volontairement au niveau de l'IVSI fui le fait que ce soit spécifiquement des évaluateurs. Nous avons, si je prends l'exemple des 3 présidents successifs que j'ai connus depuis que je travaille sur l'IVSI, le premier était un Français, il s'appelle Michel Prada. Il avait été président de l'autorité des marchés financiers, c'est-à-dire le conseil de valeur des bourses françaises. Il avait été également président de l'IOSCO, qui est l'Organisation internationale des organisations de bourses de valeur. Donc vous voyez que Michel Prada était un président qui avait été choisi pour sa connaissance internationale et surtout sa perception des besoins d'implanter dans les différents pays des normes qui permettent de rendre comparables des valeurs d'entreprise, des valeurs d'action, des valeurs d'instruments financiers et puis des valeurs de biens immobiliers. Ce n'est pas un évaluateur, Michel Prada, c'est un spécialiste des organisations professionnelles qui sont là pour s'assurer qu'on met de la confiance dans les marchés. Je dirais que c'est un spécialiste de l'intégrité des marchés. Le deuxième président avec lequel j'ai travaillé, c'est probablement celui avec lequel j'ai plus travaillé, puisqu'il a pris ses fonctions peu après que je sois arrivé, il ne les a quittées qu'il n'y a que quelques mois, c'est David Tweedy. David Tweedy, c'est un nom qui certainement parle à beaucoup d'entre vous, puisque ça a été en quelque sorte le patron des IFRS. Et David Tweedy a fait un travail tout à fait considérable. Autant Michel Prada était un président qui était orienté sur la nécessité de se positionner pour l'intégrité des marchés, c'était finalement une vision de l'IVSI. Autant David Tweedy nous a fait passer le message que être standard setter, c'est-à-dire être normalisateur, c'est un travail tout particulier qui demande une organisation toute particulière et l'expérience de David au niveau international dans le job qu'il a eu finalement de piloter l'IASB a été extrêmement utile au cours de ces années où nous avons restructuré de fond en comble l'IVSI pour faire ce qu'elle est aujourd'hui. Et puis, notre dernier chairman of the Board of Trustees, eh bien, vous parliez de crise tout à l'heure, Monsieur le Président, c'est Alistair Darling. Alistair Darling, bien évidemment, Marc et Kay le connaissent bien, puisqu'il a été chancelier de l'échiquier du gouvernement Gordon Brown de 2007 à 2010. Et ce n'est pas un hasard si le Board of Trustees a proposé la nomination d'Alistair Darling, c'est que dans les réflexions du Board, nous avons considéré que nous étions dans des zones de forte turbulence sur le plan des marchés financiers pour les années qui allaient venir. Et il a été souhaité qu'un homme qui avait affronté la crise financière de 2008, avec d'ailleurs un certain panache,
si nous pouvions l'avoir comme président, ce qu'il a accepté, cela serait certainement un élément très efficace pour l'IVSI. Vous voyez qu'au niveau du Board of Trustees, nous avons investi lourd. Ce Board of Trustees, je vous l'ai dit, notamment décide des nominations avec des nominating committees et il supervise en quelque sorte les boards techniques. Nous avons deux grands types de boards techniques. Nous avons les standards boards, c'est-à-dire les boards qui sont en charge de préparer les projets de normes et les soumettre à l'ensemble des membres. Et nous avons trois technical boards, les Tangible Assets Board, Standards Board, qui sont pour tous les actifs, je dirais, immobiliers, les usines, etc., ces actifs-là. Nous avons un Technical Board sur tout ce qui est évaluation d'entreprise, Business Valuation. Et puis, depuis un an, nous avons un board qui est consacré à un domaine extrêmement délicat et complexe, qui sont les Financial Instruments, parce que vous savez que dans ce qu'on appelle le hors-bilan, dans les établissements bancaires du monde entier, eh bien, les instruments financiers représentent des sommes absolument astronomiques et que la question de leur évaluation se pose. Ces trois boards sont supervisés par un Standard Review Board qui pilote en quelque sorte la sortie de ces normes. Et je dirais que chacune de ces normes fait l'objet systématiquement d'une consultation, non seulement auprès de nos membres, mais également auprès de l'ensemble des acteurs des secteurs concernés. Vous pouvez, si vous voulez, vous rendre sur le site de l'IVSI. Vous avez en permanence les consultations sur les normes sur lesquelles nous travaillons, soit pour les écrire, soit pour les ajuster. Et puis, nous avons un Membership and Standard Recognition Board qui est en fait là pour déterminer finalement comment est-ce qu'on peut faire reconnaître et adopter dans le monde entier les normes. Deuxièmement, il a aussi un rôle particulier pour apprécier comment est-ce que l'on définit et comment on va accepter un membre au sein de l'IVSI. Et puis, il a un projet qui est un projet difficile, dont certains ne sont pas sûrs qu'il devrait aboutir, mais qui est une réflexion à avoir, c'est de se dire, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une sorte de marque internationale pour représenter les évaluateurs en entreprise. Et puis enfin, il y a l'Advisory Forum Working Group. Alors, quand je suis au Board of Trustees, dans sa relation avec le Standard Review Board, les boards techniques et le Membership and Standard Recognition Board, je suis en fait en top-down. Par contre, quand je suis à l'Advisory Forum Working Group, je suis en bottom-up. L'Advisory Forum Working Group, qui est le board auquel j'appartiens, a vocation à être en relation avec l'ensemble des organisations membres de l'IVSI, et nous sommes 12 plus un président, John Martin, qui est un Australien, à nous réunir chaque mois, la plupart du temps bien évidemment en visio, et à nous réunir pour faire remonter vers les boards techniques et vers le Board of Trustees ce que nous entendons de la base, ce que nous entendons des membres. Alors, je vais passer maintenant au chemin qui a été parcouru. Si on peut mettre le slide suivant. Merci, Jérôme. Votre président, M. Marguerat, vous disait tout à l'heure que le mot crise en chinois, ça veut dire danger et ça veut dire opportunité à saisir. Je suis ravi qu'il ait ouvert cette réunion sur cette thématique-là, parce que quand on voit
la création de l'IVSI et la situation de l'IVSI, il faut bien reconnaître que ça n'existe que parce qu'il y a eu des crises. En fait, l'histoire de l'évaluation, l'histoire de la structuration de l'évaluation, c'est l'histoire de l'enchaînement des crises. C'est l'histoire qui fait qu'après chaque crise, on dit il ne faudra pas recommencer les mêmes bêtises et qu'il faut donc structurer les organisations, structurer les pratiques avec des normes. En fait, l'origine de l'IVSI, c'était en 1981 et c'était essentiellement des appraisers dans le domaine du real estate. La RICS, Royal Institute of Chartered Surveyors, dont je parlais tout à l'heure, était un élément moteur d'ailleurs dans ce domaine-là, d'une part parce qu'il y a une pratique très forte de l'évaluation immobilière au niveau de la RICS, et d'autre part parce que la RICS a toujours eu un positionnement international très fort. Il y avait au même moment, notamment chez les investisseurs aux États-Unis, au Canada et en Australie, des vraies questions parce qu'on voyait dans les années 80 se monter des structures d'investissement dans l'immobilier qui investissaient sur plusieurs pays, pour ne pas dire sur plusieurs continents, et qui étaient très gênés de voir que lorsque on présentait des évaluations, eh bien, ces évaluations ne répondaient pas aux mêmes critères selon qu'on était aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Australie, au Canada ou ailleurs dans le monde. D'où cette idée de dire il nous faut effectivement commencer à réfléchir ensemble sur des normes internationales. Mais surtout, ce qui a été un déclencheur extrêmement important, ça a été la crise des caisses d'épargne et savings and loans aux États-Unis au milieu des années 80, 85, 86, c'est la naissance de votre réseau, mais c'est aussi aux États-Unis un gigantesque mouvement de perte de valeur, puisqu'il faut savoir qu'à cette époque-là, près de 1000 caisses d'épargne aux États-Unis ont sombré. Et le Saving and Loans Bailout, le renflouement de 1989, ça a été de mettre des centaines de milliards de dollars à disposition des caisses d'épargne, des Savings and Loans, pour sauver le marché immobilier et les acteurs. Et là, tout de suite, vient quelque chose. Pourquoi, finalement, cette crise des saving and loans s'était-elle produite? Eh bien, tout simplement parce que, en Grande-Bretagne comme aux États-Unis, mais très fortement aux États-Unis, lorsque vous voulez acquérir un bien immobilier, ça peut être votre maison, votre appartement. D'ailleurs, le residential real estate est le plus courant. Eh bien, vous allez emprunter, peu de gens sont suffisamment fortunés pour payer d'emblée et cash leur maison, et donc vous allez emprunter. Et toutes les caisses de garantie, de crédit hypothécaire, vous demandent de présenter une évaluation. Or, lorsque la crise s'est fait sentir au milieu des années 80, on s'est rendu compte que les évaluations qui avaient été présentées en soutien à ces prêts étaient extrêmement légères et extrêmement hétérogènes. D'où la décision du Congrès américain de créer The Appraisal Foundation, TAF. TAF, The Appraisal Foundation, est l'organisation qui est localisée à Washington. D'ailleurs, quand on a nos réunions aux États-Unis, c'est très souvent à Washington, dans les bureaux de The Appraisal Foundation, et qui était finalement, à la demande du Congrès, l'organisation qui a dû concevoir les premières normes d'évaluation dans le domaine des normes de valeur, notamment dans les domaines immobiliers. Et bien évidemment, vous vous en doutez,
les crises n'ont pas été qu'immobilières, elles ont été aussi financières. Et donc, assez rapidement, l'IVSC, qui était devenu en 1990 IVSC, a décidé de se tourner non seulement sur les valeurs immobilières, mais aussi sur la valeur des entreprises. Alors, dès lors, s'est posée la question de l'évaluation de l'entreprise. Cette question de l'évaluation de l'entreprise, et vous comprenez pourquoi, finalement, le choix du Board of Trustees de mettre à sa tête Michel Prada, c'était tout simplement lié au fait que dans les années 2000, après les cracks de 87, le crack de 2000 et encore le crack de 2008, il était clair que les valeurs des entreprises théoriquement bien représentées par les marchés, en fait, n'étaient pas faites très sérieusement. Vous savez qu'on a parlé du caractère contracyclique des IFRS dans la crise de 2008, l'importance du mark to market, c'est-à-dire de mettre dans les bilans une valeur qui correspond à la valeur de marché. Quand le marché s'écroule, faut-il que les auditeurs et les experts comptables déprécient tous les actifs des sociétés? Vraisemblablement non. Et c'est pour ça qu'il faut sortir des modes de valorisation qui soient de pur marché et imaginer des normes d'évaluation des entreprises. Alors c'est vrai que de la crise financière des saving and loans de 87 à ces fameux cracks de 2000 et 2008, plus les interrogations que s'était posé le comité de Bâle et les accords de Bâle de 2008 pour retrouver de l'intégrité sur les marchés, c'est ce qui a fait, je vous l'ai dit, on a demandé à Michel Prada, finalement, compte tenu de sa connaissance de l'intégrité des marchés, de prendre cette présidence de l'IVSI, ce qui était effectivement un grand honneur pour nous que de voir cet homme prendre ça en place. Et c'est Michel Prada qui a eu l'idée de dire, voilà, moi j'ai mis en place quelque chose, maintenant il nous faut un spécialiste du déroulement d'un travail de fond d'un organisme normalisateur, d'un standard setter, et que très intelligemment, Michel Prada a proposé au board de prendre à sa place David Tweedy comme président. Dès lors, il a été mis en place une présence de plus en plus forte des organisations professionnelles d'évaluateurs d'entreprises au sein de l'IVSI. On peut dire que jusqu'au début des années 2000, c'était quand même, l'IVSI était composée à 90% d'évaluateurs real estate, et à partir des années 2000, et encore plus fortement à partir des années 2010, effectivement, nous avons une montée en puissance des spécialistes de l'évaluation d'entreprise, et puis aussi cette perception qu'il faut à la fois définir des normes internationales, mais pour les appliquer, il faut les appliquer nationalement, il faut les appliquer localement. Et pour ce faire, il faut favoriser la création d'organisations professionnelles, des VPO, qui vont établir des centres d'accueil des évaluateurs pour les accompagner. Et à ce titre, d'ailleurs, l'IVSI avait sorti une brochure calquée sur celle qui a été faite par l'IFAC pour les experts comptables, puisque c'était aussi une des préoccupations de l'IFAC, que de s'assurer que dans chaque pays, nous avons effectivement des organisations nationales capables de mettre en œuvre des pratiques internationales. Alors,
ces pratiques internationales, si on regarde les principes généraux sur le slide 9, elles sont basées sur la recherche d'un haut niveau de professionnalisme dans leur application et l'idée fondamentale qu'elle constitue un élément fondamental du système financier. Je veux dire, le système financier ne peut pas être que des échanges. Ce sont des échanges organisés autour de normes de façon à s'assurer qu'on n'est pas effectivement… David Dwidi dit souvent quand il est arrivé à l'IVSC, il avait le sentiment que les évaluateurs en entreprise, c'était des cowboys. En disant, ben, finalement, ce qui me frappe, c'est que quand je demande à un évaluateur immobilier de me donner une valeur d'un site immobilier, si je le demande à 3 autres experts immobiliers, je vais avoir des différences de valeur, mais qui sont comprises dans un intervalle compréhensible, un écart de 10, 15, 20%. Mais si je demande à un évaluateur en entreprise de m'évaluer une entreprise et que je demande le même travail à 2 autres évaluateurs, j'ai parfois des valeurs qui vont du simple au double, voire du simple au triple. Et effectivement, ça, c'est destructeur pour l'intégrité des marchés. La deuxième chose, c'est la conscience qu'a la vie a que les marchés financiers et les autres marchés utilisent largement les évaluations et s'appuient sur elles, que ce soit pour les intégrer dans les états financiers. Si vous prenez les états financiers des plus grandes sociétés mondiales, vous savez qu'aujourd'hui, finalement, les incorporels représentent parfois entre le tiers et la moitié de la valeur boursière de l'entreprise. Si je prends le monde du luxe ou si je prends le monde du digital, en fait, que je compare la valeur comptable avec la valeur boursière, c'est effectivement au niveau des incorporels que j'ai. Et les impairment tests que nous pratiquons les uns et les autres nous obligent effectivement à travailler sur l'intégration dans les états financiers d'approches d'évaluation. Enfin, j'ajouterais que les IVS comportent des procédures qui permettent d'entreprendre des missions d'évaluation en utilisant des concepts et des principes qui sont généralement reconnus et qui sont fondés sur la transparence et la cohérence dans la réalisation des missions. Comment est-ce qu'elles sont structurées, ces normes internationales? Vous pouvez les télécharger sur le site de l'IVSC, ces normes internationales. Donc, je suis rapide et bref sur cette présentation des normes internationales. Mais d'abord, elles sont composées… Alors, les normes internationales, aujourd'hui, il faut vous dire, c'est en fait une centaine de pages. Et ce ne sont pas des normes très techniques, ce sont des normes basées sur des principes. On est principle-based, c'est très très important ça, parce que nos deux fondamentaux, c'est basé sur des principes et l'importance du jugement professionnel. Attendez, je m'excuse, j'ai eu une… Voilà. Vous m'entendez toujours? Voilà, c'est bien. Alors, dans les éléments fondamentaux du référentiel IVS, ce qu'il faut retenir, c'est que dès lors qu'on indique qu'une évaluation a été faite ou sera faite conformément aux IVS, il en découle implicitement que l'évaluation a été ou sera effectuée en conformité avec toutes les normes pertinentes et dictées par l'IVSI. C'est le même principe que les normes comptables. Si dans un rapport financier, il est indiqué que les états financiers ont été préparés selon les normes IFRS ou US GAAP, eh bien, on applique toutes les normes. On ne fait pas du standard picking. On prend toutes les normes et on les applique. C'est pareil. Sinon, mon rapport indique que j'ai appliqué les normes IVS, je les ai totalement appliquées. Deuxièmement, nous avons une définition de l'évaluateur. L'évaluateur, c'est une personne physique ou un groupe de personnes physiques ou une entreprise qui possède
Un, des qualifications. Très important, les qualifications, ça ne vous surprendra pas. Deuxièmement, la capacité et l'expérience nécessaires. La capacité et l'expérience, la capacité, c'est les moyens techniques, financiers, humains pour délivrer l'évaluation, et l'expérience, parce qu'effectivement, l'évaluation est beaucoup une affaire d'expérience, et de réaliser une évaluation de manière objective, impartiale et compétente. En ce, même si c'est une évaluation qui est confiée par un client. Le principe d'indépendance fait que une évaluation IVSI ne peut pas être une évaluation de convenance. C'est une évaluation qui doit nécessairement être objective. Troisièmement, le processus d'évaluation impose à l'évaluateur de porter des jugements impartiaux sur la fiabilité des données utilisées et des hypothèses retenues. C'est quelque chose qui est fondamental. Quand on compare deux évaluations, très souvent, on comprend que le résultat est différent parce que les évaluateurs ont utilisé des données différentes. En fait, la première chose que doit faire un évaluateur, c'est analyser les données qui lui sont confiées et s'assurer qu'il a l'ensemble des données qui vont lui permettre de réaliser une évaluation non biaisée, c'est-à-dire impartiale. Un évaluateur ne peut pas se contenter de faire une évaluation sur la seule base des informations que le client lui aurait données, en sachant que le client ne lui a pas donné les informations qui pourraient avoir un impact négatif sur l'appréciation de la valeur par l'évaluateur. Le quatrième point sur les fondamentaux que j'ai souhaité souligner pour vous, c'est ce qu'on appelle la dérogation. Alors, je me tourne vers les interprètes pour leur dire, dans les normes, on appelle ça departure. Et nous l'avons traduit dans la traduction française en dérogation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la circonstance dans laquelle des exigences législatives ou réglementaires ou d'autres exigences impératives, par exemple l'application d'un contrat, doivent être respectées, mais qui dérogent à certaines des exigences posées par les IVS. Eh bien, c'est ça l'intelligence des IVS, c'est qu'on va quand même pouvoir faire un rapport aux normes IVS, mais en précisant que nous avons fait une dérogation pour tenir compte d'une réglementation spécifique ou d'un élément, d'un article du contrat entre les parties. Vous voyez, quand vous avez par exemple deux parties qui ont convenu une acquisition, une transaction entre elles, et qu'elles ont prévu que, en cas de séparation, elles appliqueront un certain nombre de principes de valorisation, mais qu'elles veulent qu'on prenne en considération un élément particulier qui leur est propre. On va pouvoir, à partir du moment où on cite l'origine et l'importance de cette dérogation, sortir quand même une évaluation aux normes IVS. Après ça, au-delà de ces principes de référentiel, j'ai sauté une slide, mais elle n'est pas très importante. C'était la slide qui vous disait comment c'était la 10. Jérôme, si vous pouvez revenir juste un moment sur la 10. C'était pour vous dire, mais vous pourrez télécharger donc ces normes sur le site. Il y a d'abord un glossaire. Ça, c'est intéressant, le glossaire, parce que le travail de définir pour que tout le monde ait la même définition était une chose importante. Il y a le référentiel et puis les normes générales. Donc, on a deux types de normes. On a les normes générales et les normes qui sont relatives aux actifs. Je vais revenir là-dessus. Et puis l'indication que les normes, nous les révisons tous les 2 ans, mais nous les révisons à la marge. C'est-à-dire que le premier set de normes, depuis que nous avons tout revisité, c'est une parution entrée en vigueur en 2017. Et puis, nous avons fait quelques ajustements en 2019 et puis nous en ferons le cas échéant en 2021. Voilà. Alors, on peut revenir effectivement à la slide 12. La slide 12, elle vous indique quels sont les
les, les normes, finalement, c'est presque des normes de comportement. C'est-à-dire que quand vous avez un rapport fait selon les normes IVSI, vous savez qu'auront été clairement définis l'étendue des travaux. L'étendue des travaux, c'est aussi l'acte de mission. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une évaluation sans avoir un accord très précis avec le client ou avec l'organisation qui vous mandate sur l'étendue des travaux. L'étendue des travaux décrit finalement les modalités fondamentales d'une mission d'évaluation et notamment l'actif ou les actifs à évaluer, les objectifs de l'évaluation et les responsabilités des parties qui sont dans l'évaluation. Les objectifs de l'évaluation, c'est fondamental parce qu'on verra qu'on détermine le choix des standards de valorisation en fonction des objectifs. La deuxième chose, c'est une norme sur les investigations et la conformité. C'est-à-dire que pour être en conformité avec les AVS, les missions d'évaluation doivent être en conformité avec tous les principes énoncés par les AVS et plus particulièrement être en cohérence avec l'objectif de l'évaluation dont je vous parlais. Le rapport est un élément fondamental. Le rapport, il doit contenir l'ensemble des informations qui sont nécessaires à la bonne compréhension de l'évaluation et de la revue de l'évaluation. C'est un point très important dans les réflexions que vous pouvez avoir dans la structuration et dans l'organisation de vos travaux pour la partie rapport, c'est que vous avez aujourd'hui de plus en plus des rapports d'évaluation qui sont faits sous forme PowerPoint. Et donc, on vous donne tout un tas d'informations, mais vous n'arrivez pas à retracer sur quoi vraiment les gens se sont basés, parce qu'on vous remet en annexe un certain nombre de choses, et puis on n'explicite pas bien la démarche. On n'interdit pas au niveau de l'IVS les formats PowerPoint, mais il faut absolument que toutes les informations utiles soient dans le rapport pour permettre à un lecteur de comprendre la totalité et de se forger son propre esprit critique par rapport à ça. Il y a enfin le référentiel de valeur qui, en anglais, dans les normes, est intitulé Basis of Value. Basis of Value, nous l'avons traduit en référentiel de valeur. Vous verrez que dans les normes IVS, nous avons listé les référentiels de valeur. C'est, par exemple, on va dire, on a mis en œuvre comme référentiel de valeur la valeur de marché. On a mis en œuvre dans l'immobilier la valeur locative. On a mis en œuvre une valeur d'investissement. On a mis en œuvre une valeur synergique, c'est-à-dire une valeur qui intègre les synergies que l'on peut espérer de l'acquisition que l'on veut faire. Donc, ces référentiels de valeur, c'est la première chose que l'évaluateur doit faire et doit décider avec son client, et il est fonction de l'objectif. Par exemple, si c'est une évaluation qui est faite pour préparer les impairment tests des états financiers, ce sont les normes IFRS, c'est le référentiel de valeur, ça va être le basis of value, ça va être le référentiel IFRS. Par exemple, si on dit j'ai appliqué le référentiel valeur de marché, nous avons une définition de la valeur de marché, je vous la donne. La valeur de marché est le montant estimé auquel un actif ou un passif devrait être échangé à la date d'évaluation entre un acheteur et un vendeur consentant dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normales où chaque partie est bien informée et agit avec prudence et sans contrainte. Vous voyez qu'il y a une sorte de définition un petit peu universelle au premier regard de la valeur de marché. Elle est universelle, mais elle est déclinée d'une façon parfois un petit peu différente d'un pays ou d'un référentiel à un autre. Mais voilà, l'idée, elle est là, c'est que je définis mon objectif et en fonction de l'objectif, je détermine le référentiel de valeur. Enfin,
une dernière norme générale qui s'appelle Approche et méthode d'évaluation et qui développe l'idée qu'il n'y a que 3 types d'approches de valorisation. Il y a les approches qui sont fondées sur le marché, les approches qui sont fondées sur les revenus et les approches qui sont fondées sur les coûts. Bien évidemment, dans les approches fondées sur le marché, vous allez retrouver les approches qui sont fondées sur des transactions comparables ou sur des comparables de sociétés cotées. Et dans l'approche fondée sur le revenu, vous allez trouver naturellement l'approche des flux de trésorerie actualisés, le discounted cash flow. Mais là encore, dans le référentiel, vous n'allez pas trouver une démonstration technique, une explication technique de comment on met en œuvre un DCF, comment on détermine le niveau du bêta. Ce n'est pas le rôle de l'IVSI, ça c'est le rôle des organismes techniques. Mais c'est de bien préciser ce qu'est et ce que n'est pas la méthode des flux de trésorerie actualisés. Et au-delà de ces normes générales, mais qui sont tout à fait essentielles, nous avons, et c'est le slide 13, des normes relatives aux actifs. Alors, actuellement, par exemple, en 2017, nous avions entreprises et intérêts dans des entreprises. En fait, c'est principalement tout ce qui est business valuation, valeur d'entreprise. Nous avions les immobilisations incorporelles. En 2019, nous avons rajouté les dettes non financières, les non-financial liabilities. Nous avons aussi, depuis 2017, les immobilisations corporelles. Nous avons les droits et biens immobiliers. Nous avons la particularité des biens immobiliers en développement. Et puis, nous avons rajouté effectivement un chapitre qui est assez délicat, qui est en fait la norme concernant les instruments financiers. Dans chacune de ces normes que vous pourrez découvrir en les passant en revue, chaque norme, c'est une douzaine de pages. Je vous l'ai dit, on est sur une approche de principe, mais vous allez toujours retrouver une introduction qui rappelle que, quel que soit l'actif en cause, la première chose que doit faire l'évaluateur, c'est de mettre en œuvre les méthodes générales, celles qu'on trouve dans les normes générales. Et après ça, il faut qu'il précise le référentiel de valeur, ce qu'on appelle le basis of value. Et une fois qu'il a déterminé le ou les basis of value, parce qu'on peut se trouver dans certaines évaluations à utiliser plusieurs référentiels de valeur, il va devoir décliner pour dire ce qu'il a pris ou au contraire ce qu'il a écarté. Dans les méthodes mises en œuvre, il va devoir décliner les 3 approches: approche fondée sur le marché, approche fondée sur les revenus, approche fondée sur les coûts. Il pourra être conduit, le cas échéant, à dire au cas particulier de cette entreprise, par rapport aux objectifs et par rapport au référentiel de valeur, j'ai écarté l'approche, par exemple, fondée sur les coûts parce qu'elle est inopérante ou n'est pas adaptée à la situation particulière. Alors, maintenant que vous avez vu effectivement comment est structurée cette organisation internationale et comment elle se développe à travers une structure, les IVS, je vous propose 2 questions. La première, c'est le cadre dans lequel pourrait se mettre cette nouvelle profession d'évaluateur. Effectivement, la normalisation relève-t-elle d'un mouvement universel? La réponse est certainement oui. La normalisation relève d'un mouvement universel parce que dans tous les pays, la question s'est posée de la valeur et sont recherchées des normes de valeur. On a par contre 3 types de réponses qui diffèrent selon les lieux. Et donc c'est universel, mais ce n'est pas c'est universel, mais ce n'est pas homogène.
On a d'abord des normes qui sont édictées par la loi. Vous avez un certain nombre de pays dans lesquels les normes sont dans le corps législatif. Par exemple, en Russie, les normes de valeur sont dans la loi. En Chine, Chine continentale, les normes de valeur relèvent du règlement, relèvent de la loi. C'est-à-dire que l'évaluateur doit respecter la loi, donc il doit respecter les normes qui sont dans cette loi, même si celles-ci peuvent être soit très fortement teintées et très proches des normes internationales, IVSC, ou sans les noyer. Mais vous voyez bien que ça posera tout de suite la question, par exemple pour un évaluateur chinois, il devra se poser la question de savoir s'il doit appliquer le référentiel national ou s'il est dans une situation où la mission contractuelle à laquelle il est soumis lui demande, le cas échéant, d'appliquer les normes d'évaluation internationale. Le deuxième, alors, ces normes édictées par la loi, vous les avez dans beaucoup de pays qui sont issus d'une culture très étatique. J'ai parlé de la Chine, vous ne serez pas surpris que je le cite en exemple, comme culture étatique, mais vous avez plus près de nous, par exemple en Europe, je ne suis pas sûr que vous soyez présent en Slovénie, mais si vous prenez la Slovénie, les règles d'évaluation sont dans la loi. Ça peut paraître surprenant, mais sur toute une partie de l'Europe de l'Est, les règles d'évaluation sont dans la loi parce que ces pays, lorsqu'ils sont sortis du communisme et donc se sont retrouvés avec des entreprises qui toutes étaient nationales, ont engagé des actions de privatisation et les gouvernements en place ont souhaité que ces privatisations se fassent dans des conditions les plus transparentes possibles et donc édicter des règles d'évaluation, des normes d'évaluation. Et je vous dis, si je prends la Slovénie, eh bien, en fait, c'est une des raisons pour lesquelles les règles d'évaluation, qui sont d'ailleurs en réalité les normes IVSI, c'est ça qui est amusant, parce que la Slovénie a eu l'intelligence d'aller chercher non pas à construire ses propres normes, mais aller chercher des normes qui préexistaient, et ils ont cela. Alors, il y a deuxièmement les normes édictées par les organisations professionnelles. C'est ce que l'on voit en général sur les pays pays Australie, États-Unis, Grande-Bretagne, parce que c'est une tradition. C'est une tradition que ce soit les organisations professionnelles, que ce soit les professionnels qui édictent les normes. Je reprends l'exemple du RICS. Le RICS a toujours établi les normes des valeurs. Bien sûr, ça peut se discuter avec les pouvoirs publics, mais c'est d'abord les professionnels qui déterminent quelles sont les pratiques et qui s'assurent après qu'elles sont bien respectées. Et puis, vous avez des pays dans lesquels il n'y a pas de normes. Si je prends un pays que je connais bien, la France par exemple, nous n'avons pas de normes de valorisation, notamment en valeur d'entreprise. S'il y a une discussion sur la valeur d'une entreprise, d'une action, d'un titre, etc., finalement, en dernier ressort, c'est le juge qui déterminera si les valorisations qui ont été retenues par les parties ou par leurs experts lui le satisfont ou pas. Donc, oui, un mouvement universel, mais qui est aujourd'hui encore hétérogène, mais qu'on souhaite effectivement encadrer par les AVSI. Maintenant, en ce qu'il en est, la professionnalisation. La professionnalisation relève-t-elle d'un mouvement universel? Oui, on voit une très forte professionnalisation se mettre en place. Il y a d'abord les organisations professionnelles qui sont créées par l'État. Je reprends l'exemple, par exemple, en Chine, vous avez la China Appraisal Society. La China Appraisal Society, c'est une organisation professionnelle, mais qui est placée à côté du ministère de l'Économie et des Finances. Donc, c'est une organisation professionnelle, mais qui est en quelque sorte sous le contrôle de l'État.
Vous avez les organisations professionnelles créées par les acteurs. Alors là, vous avez effectivement des professionnels de l'évaluation qui viennent de différents mondes. Si je prends l'évaluation d'entreprise, vous avez des gens qui étaient souvent, par exemple, des brokers, des gens spécialistes dans la transaction achat-vente de sociétés, qui ont créé des organisations professionnelles, des organisations professionnelles qui définissent des normes d'évaluation, mais vous avez aussi des organisations professionnelles qui sont créées historiquement par des gens qui s'étaient spécialisés dans l'évaluation. Et puis, vous avez des organisations professionnelles qui sont créées par les acteurs, soit en verticalité, c'est-à-dire uniquement sur une matière, par exemple l'évaluation des machines ou l'évaluation des usines, ou bien vous avez effectivement des organisations professionnelles qui ont une vision effectivement plus large et qui prennent tout ce qui est valorisation dans l'entreprise et qui peuvent du coup avoir tout à la fois des évaluateurs de l'immobilier et des évaluateurs de l'entreprise. Et puis, un point important, c'est la position des organisations professionnelles comptables. Par exemple, aux États-Unis, l'American Institute of Certified Public Accountants a mis en œuvre une certification pour les experts comptables qui veulent devenir évaluateurs. Vous avez vu que dans les normes IVS, une chose est très importante, c'est effectivement la qualification, la compétence professionnelle. Ça passe notamment par une formation. Donc, les organisations professionnelles le font. Et ce qui est important à savoir, c'est qu'elles débordent. Et ça, c'est très important à mon avis pour un réseau comme le vôtre. Aux États-Unis, il y a actuellement une polémique qui dure depuis plusieurs mois. N'hésitez pas à me dire, je pense que j'ai encore besoin de 5 minutes. Est-ce que je suis encore dans les temps? Oui, Jérôme, c'est bon, d'accord. Aux États-Unis, il y a une polémique extrêmement forte entre l'Institut américain des experts comptables et une grande partie des membres. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, les formations à l'évaluation pour obtenir une certification d'évaluateur étaient réservées aux experts comptables américains. Or, il y a 9 mois, le board de l'American ICPA a décidé d'ouvrir ces formations à des non-experts comptables. Pourquoi? En se disant, si nous ne faisons pas ça, nous n'allons pas pouvoir contrôler cela, nous risquons d'avoir plus de gens qui vont faire de l'évaluation et qui ne sont pas experts comptables, et du coup, nous risquons en quelque sorte d'être mis en second niveau par rapport aux meilleures pratiques et aux meilleures formations. Et donc, puisque nous souhaitons attirer les talents et avoir une certification reconnue, nous ne la réservons pas aux experts comptables, nous la livrons et nous offrons la qualification professionnelle même à des gens qui ne sont pas experts comptables. Politiquement, c'est quelque chose de très important, mais on voit qu'il y a aujourd'hui des batailles de frontières qui se font entre les évaluateurs issus du monde de la profession comptable et les autres. Enfin, je souhaiterais évoquer 2 points pour terminer. Rappelez quels sont les principaux domaines d'intervention des évaluateurs et les enjeux pour les cabinets comptables indépendants. Les principaux domaines d'intervention des évaluateurs, il y en a 3. Et ça, c'est mondial. On a fait des sondages, on a échangé avec beaucoup de nos membres dans le monde entier. On s'aperçoit que si on regarde le chiffre d'affaires évaluation d'entreprise dans le monde entier, il y a 3 activités qui nourrissent cette activité. La préparation et la révision des états financiers, qui est vraiment le cœur de métier des experts comptables et des auditeurs. Ça représente grosso modo 50% des évaluations d'entreprises qui sont faites dans le monde. Ça veut dire, et c'est une vraie réflexion pour vous, que vous êtes déjà, à travers vos activités,
présent sur la moitié du marché au moins, puisque vous êtes soit préparateur, soit réviseur d'état financier. Et vous savez qu'il y a une très forte demande de la part notamment des institutions qui supervisent les marchés, et je pense notamment à l'Institut nord-américain de contrôle des bourses américaines, qui s'est plaint à plusieurs reprises de l'insuffisance connaissance des auditeurs en matière d'évaluation. Pourquoi? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, le marché nord-américain a bien constaté que la valeur des entreprises, aujourd'hui, dans les comptes, elle est reflétée principalement sur des incorporels. Et que si on n'a pas, et par la mise en jeu des impairment tests. Or, s'il n'y a pas effectivement de professionnels dans les cabinets pour aller faire de façon professionnelle les impairment tests, on ne peut pas faire une impairment test correcte si on n'est pas suffisamment formé à l'évaluation. Et c'est un enjeu important parce que face à cette situation de dire, mais finalement, est-ce que les auditeurs sont en mesure et les préparateurs de comptes sont en mesure de faire correctement les approches d'impairment? Il y a de nouveau un débat aujourd'hui sur le plan mondial pour savoir si les incorporels, les goodwill, il faut soit les revoir à travers des impairment tests ou bien revenir à une dépréciation du type amortissement, étalement dans le temps, c'est-à-dire sans travail finalement très intelligent d'appréciation de la valeur de ces goodwill et de ces incorporels en général. Donc, la préparation et la révision des états financiers, c'est 50% du chiffre d'affaires dans l'évaluation d'entreprise. Après ça, c'est à peu près à hauteur de 30% les transactions. Et dans les transactions, bien évidemment, les professionnels qui interviennent sont beaucoup, pour les grandes transactions, les banquiers, et pour les plus petites transactions, les brokers, les boutiques qui font de la fusion-acquisition, qui font du rapprochement d'entreprises, ou bien tout simplement, par exemple, vous avez, si un de vos clients veut racheter une pizzeria, une boulangerie, un petit supermarché, vous avez des firmes qui sont spécialisées pour animer ce marché des commerces indépendants et qui ont parmi leurs effectifs de très très bons évaluateurs dans ce domaine-là. Je lisais dans la revue BVR, depuis 2 ans, il y a beaucoup d'analyses sur la valeur des entreprises qui font des produits à base de hashish, puisque vous savez qu'on a libéralisé la marijuana et le hashish dans un certain nombre d'États nord-américains et au Canada. Eh bien, vous avez des entreprises qui sont créées, vous avez des évaluateurs spécialisés dans ce monde-là, comme vous avez des évaluateurs spécialisés dans les services funéraires, etc. Donc ça, c'est le monde des transactions. C'est à peu près 30% du marché. Certains experts comptables sont présents, mais assez peu. C'est ceux qui s'occupent beaucoup de transactions. Et puis le dernier, il n'est pas négligeable, c'est le contentieux, notamment sur le continent nord-américain, parce que vous le voyez sur les séries américaines, les contentieux se font devant le juge avec le recours à des experts witness, des experts témoins. Et ces experts witness, quand il s'agit par exemple d'un divorce ou d'une succession et qu'il y a une entreprise dans la corbeille, dans l'actif à partager, eh bien effectivement, chacune des parties avec ses conseils vient avec un expert et il y a une activité importante d'évaluation dans ce domaine de contentieux. Alors, dernier point, et c'est un point conclusif, l'enjeu pour les cabinets comptables indépendants. Le premier, me semble-t-il, c'est de stopper la préemption par les Big Four. Il faut voir le caractère extrêmement hégémonique qui perdure chez les Big Four. J'ai plein d'amis associés dans les Big Four, je n'ai pas de problème avec les Big Four. Je raisonne en termes de marché, là. Mais je dis qu'en termes de marché, il y a un déséquilibre flagrant. Il est tellement flagrant que si vous prenez la plaquette de l'IVSC, ces comptes annuels, on fonctionne sur un budget qui est de l'ordre de, mettons, 1 million de livres sterling, 1,2 million de livres sterling.
c'est financé à hauteur des cotisations, à hauteur de 300 000 livres sterling à peu près. Le reste sont des sponsors. Parmi les sponsors, vous trouvez les Big Four. Et les Big Four sont non seulement sponsors, c'est-à-dire qu'ils mettent de l'argent, mais en conséquence, ils obtiennent plus facilement que les autres cabinets des postes dans les technical boards. Et ayant ces postes dans les technical boards, ils font valoir à leurs clients qu'ils sont standard setters, c'est-à-dire qu'ils sont à l'origine de l'écriture des normes et que donc ils sont plus compétents que d'autres cabinets pour pouvoir porter un jugement sur l'évaluation. Et ça, c'est quelque chose qui est, me semble-t-il, très dangereux, qui, à mon avis, pose un vrai problème quant à l'intégrité d'une organisation internationale. Alors, heureusement, on a un Board of Trustees qui s'est libéré un petit peu de ça, parce que moi, quand je suis rentré à l'IVSC, les 3/5 du Board of Trustees comprenaient un membre de chacun de ces grands cabinets. Dieu merci, nous avons toujours eu aussi dans le Board of Trustees de l'IVSC des organisations transversales, professionnelles, je pense notamment au RICS, mais la présence d'intérêts privés des grands cabinets est une chose très prégnante et c'est un vrai enjeu pour les cabinets indépendants. Deuxième chose que l'on constate, c'est la montée en puissance des cabinets second tier. En fait, BDO, Grant Thornton, Mazars sont en train de monter en puissance. Ils ont décidé de financer, de sponsoriser l'IVSC et qui plus est, du coup, ils ont décidé pour un certain nombre d'entre eux, dans les Big Four, c'est très vrai chez Deloitte, chez Deloitte, et c'est vrai chez Mazars en second tier, c'est de dire maintenant dans nos évaluations, nous appliquons les IVSC et du coup, ils font de l'entrisme pour essayer de pénétrer les boards techniques. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, la garantie que nous avons, c'est que les boards techniques, en fait, la cooptation de ces membres se fait sous le contrôle du Board of Trustees. Mais c'est vrai que les grands cabinets et maintenant les second tier sont capables de mettre à disposition des gens presque à plein temps pour aller travailler là-dessus. Et c'est probablement, à mon avis, un handicap pour les réseaux qui sont plus petits. Je devrais vous considérer dans les second tier, hein, bien évidemment, mais je dirais que voilà, moi j'ai le sentiment que les 6 ou 7 premiers réseaux mondiaux sont en train d'essayer de faire main basse sur ces IVS pour se les approprier. Dernier élément, et ça c'est la réflexion que je vous soumets, je suis personnellement persuadé que dans un cabinet, adopter les IVS, avoir un ou plusieurs associés qui se consacrent à ça, c'est non seulement une opportunité de développement du business du cabinet, non seulement sur les seules activités d'évaluation, mais aussi dans les activités de préparateur et de réviseur d'état financier, parce que vous allez acquérir de la compétence, vous allez nourrir de la compétence en interne, mais c'est aussi un phénomène d'attractivité. Nous avons dans tous les pays une difficulté à attirer les jeunes sur un métier qui est souvent considéré comme un peu gris, un peu terne, un peu boring pour les jeunes. Or, les jeunes sont très, très attentifs et très heureux quand ils parlent entre eux de pouvoir dire « je travaille sur une matière qui est l'évaluation ». C'est une matière qui est considérée comme très sexy par les garçons et par les filles. Et en même temps, c'est une matière, si vous la positionnez sur le plan international, et qu'à travers cela, puisque vous êtes un réseau international, vous avez des jeunes qui, en plus de ça, se disent non seulement je vais faire de l'évaluation sur le plan national, mais je vais pouvoir échanger avec des évaluateurs
qui travaillent dans d'autres pays, c'est extrêmement satisfaisant. Voilà, j'ai été trop long, je n'en doute pas, mais je suis passionné par ce sujet, je vous prie de m'en excuser, et je vais m'efforcer de répondre aux questions que vous pourrez me poser, en vous rappelant que vous trouverez mon mail sur la dernière page. N'hésitez pas, vous en usez, vous en abusez, vous pensez à mettre Jérôme en copie. Je ne vais pas demander, je m'en excuse Jérôme, je ne vais pas demander votre avis là-dessus, mais c'est tout simplement, si je ne comprends pas bien une question, quelque chose comme ça, que j'ai un référent et que je puisse me tourner vers Jérôme pour lui demander conseil sur la façon dont je traite la question posée. Voilà, Monsieur le Président, je vous rends la parole. Merci infiniment, Monsieur de Courcelles, pour cet exposé. Et oui, on voit bien la passion que vous avez par rapport à ce métier. Et merci d'avoir essayé de nous le transmettre. Peut-être sur le plan pratique, Jérôme, tu peux nous couper du partage de l'écran, comme ça on se retrouvera tous ensemble. Et comme je sais que c'est toujours la première question qui est toujours la plus difficile, je voulais peut-être commencer par là. Nous le savons par l'expérience, par la pratique, qu'il peut y avoir plusieurs valeurs dans une entreprise, suivant qu'on se situe du côté du vendeur qui voudra toujours la plus haute, de l'acheteur qui voudra toujours la plus basse, de l'organisme de crédit ou de l'auditeur qui la voudra toujours d'une façon la moins exposée possible. Et je suis persuadé que l'approche qui est faite par un expert comptable, un évaluateur externe ou un évaluateur dans une société de M&A est aussi totalement différente. Pensez-vous que les normes permettent de pouvoir arriver, malgré les jugements professionnels si différents, à une certaine uniformisation d'une valeur d'une société? J'aime beaucoup votre question, Monsieur le Président. C'est l'objectif même des normes. En fait, la question n'est pas la valeur à laquelle on aboutit. La question est, est-ce qu'on parle de la même chose? Dans une récente conférence qu'on avait organisée avec Mauro Bini à Bocconi, Nick Talbot, qui est le Chief Executive Officer de l'IVSI, avait comparé les normes internationales aux règles de football, en disant qu'est-ce qui fait que le football est apprécié dans le monde entier? C'est que tout le monde joue sur les mêmes tailles de terrain et selon les mêmes règles. Eh bien, à partir du moment où vous avez 3 évaluateurs qui appliquent les mêmes règles, qui dans leur rapport doivent présenter non seulement les objectifs de l'évaluation, les données sur lesquelles ils se sont appuyés et les méthodes qu'ils ont mis en œuvre, on va pouvoir non pas aboutir aux mêmes résultats, mais on va comprendre d'où viennent les écarts. Est-ce que c'est parce que l'un s'est appuyé uniquement sur des données du passé ou bien l'autre uniquement sur des flux financiers futurs? Est-ce que c'est parce que 2 évaluateurs prenant les mêmes budgets présentés par le management, l'un a décidé de retravailler le business plan du management et l'autre ne l'a pas fait? Est-ce que c'est parce que l'un et l'autre, n'ayant pas touché au business plan présenté par le management, ont considéré que le risque de réalisation ou le risque lié à l'activité était relativement différent? Si vous mettez une prime de risque de 2 ou 3% sur un taux d'actualisation, bien évidemment, vous allez avoir des différences de valeur très importantes. Donc, Monsieur le Président, l'idée, c'est que finalement, peu importe la valeur à laquelle les personnes arrivent, il faut que le lecteur comprenne pourquoi ils n'arrivent pas à la même valeur. Et cette différence provient des informations qui sont données en amont. Et c'est généralement soit qu'on n'a pas utilisé la même donnée au départ, et malheureusement c'est assez fréquent, soit qu'on a utilisé les mêmes données, mais on a fait des retraitements qui sont différents. Je vous donne un exemple. Quand j'applique la méthode des méthodes d'approche par les marchés, les comparaisons boursières, est-ce que j'ai pris d'abord un échantillon de sociétés qui sont vraiment les mêmes? Est-ce que j'ai pris des années de référence qui sont les mêmes?
est-ce que le retraitement de la dette que j'ai pu faire est exactement la même? Et en fait, 2 ou 3 rapports mis côte à côte sur le même objet, sur la même cible, en fait, vous allez pouvoir progressivement comprendre et rapprocher les points de vue. Donc, oui, je pense que le gros avantage des IVSI, c'est qu'ils prévoient, y compris dans le rapport, de donner suffisamment d'informations pour comprendre pourquoi on est arrivé à cette valeur-là et sur quels fondamentaux, sur quelle base de données. Oui, je suis confiant là-dessus et c'est vraiment essentiel ce que vous disiez, Monsieur le Président, parce que quand je vous disais que David Twiggy disait les évaluateurs d'entreprise sont des cowboys, il disait ça parce que justement, on a des écarts de valeur qui sont invraisemblables. Et les écarts de valeur ne sont pas graves si on les explique. Si on n'est pas capable de les expliquer, alors on est des charlatans. Et on ne peut pas être des charlatans. Et on peut encore moins être des charlatans quand on appartient à la profession comptable. Et moi, c'est pour ça que cette profession comptable qui m'habite, qui est une profession de rigueur et de jugement professionnel, je trouve qu'elle a plus que sa place dans le monde de l'évaluation. Je suis aussi très convaincu par rapport à cela. Et il est vrai que vous parliez des lecteurs et des destinataires de rapports, mais il faudra aussi apprendre aux lecteurs et aux destinataires de rapports la lecture de ces différences pour essayer de bien juger de la valeur réelle, in fine, à retenir. Oui, tout à fait. C'est aussi l'importance des organisations professionnelles, ce qu'on appelle les VPO, que d'avoir, nous, c'est ce qu'on essaye de faire au niveau de la France, c'est-à-dire d'avoir des entretiens réguliers avec les parties prenantes, les stockholders, pour les former un petit peu à l'évaluation. La France est malheureusement un pays où la formation économique en école est très faible. Et nous avons parfois, c'est le cas, par exemple, quand vous rencontrez des magistrats, vous avez même au tribunal de commerce, alors pas au tribunal de commerce parce que vous avez des gens qui viennent du monde de l'entreprise, mais dans les cours d'appel, vous avez des magistrats de profession qui n'ont jamais appris l'économie ni même la comptabilité. Donc, ils sont très gênés par rapport à cela. Mais on va voir effectivement les parties prenantes pour les former, enfin, je veux dire, non pas à l'évaluation, mais à la culture que cela nécessite. Merci beaucoup. Est-ce que j'ouvre la parole? Qui désirait continuer avec une question? Je les ai saturés. John, peut-être, je sais que tu as toujours des questions pertinentes. Non. Jeannin, tu voudrais nous rajouter quelques mots? D'abord, je voudrais féliciter Gilles parce que j'ai trouvé que son exposé était très intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je voulais le remercier également d'avoir accepté de nous présenter sa dernière passion. Il en a eu d'autres, il en aura d'autres certainement. Et donc, je pense que c'est une ouverture pour la profession au plan international que d'aller vers cette évaluation, ce nouveau mode d'évaluation, puisque jusqu'à présent, c'était un peu n'importe quoi et que l'évaluation est en train de s'organiser au plan mondial et que la profession comptable, comme l'a dit Gilles, se doit de prendre sa place, pas uniquement puisqu'il y a d'autres évaluateurs, d'autres matières où nous sommes certainement moins pertinents, mais pour ce qui concerne l'évaluation des entreprises notamment, je crois qu'on doit faire un effort collectif. Sinon, ce sera les Big Four, comme l'a dit Gilles, ou bien les seconds cabinets. Et puis, les petits cabinets indépendants regarderont passer le train et continueront à passer des écritures pour l'épicier du coin. Donc, je crois que c'est important que nous prenions conscience et c'est pour ça que j'ai sollicité Gilles pour vous exposer un peu cette ouverture de marché. Merci beaucoup. La parole est toujours ouverte. Émilie? Le micro, mais Émilie.
Oui, bonjour, Monsieur de Courcelles. Merci beaucoup pour votre intervention. J'ai trouvé très intéressante. Je voudrais seulement partager avec vous quelques inquiétudes. J'ai fait quelques pratiques dans le domaine de l'évaluation d'entreprise. J'ai trouvé qu'elle est soumise à quelques contraintes qui sont un peu encombrantes, je dirais, non? Par exemple, en ce qui concerne la disponibilité de données. Dans le monde anglo-saxon, il y a beaucoup de données, il y a beaucoup de bases de données, on a beaucoup d'informations sur des transactions qui ont été faites, tandis que dans d'autres pays ou dans le monde plus continental, ce n'est pas le cas, le monde européen, qui n'est pas tellement le cas. Ça c'est, je trouve, vraiment un problème de trouver des comparables de transactions qui ont été faites au moment de faire l'évaluation d'une entreprise. Et en plus, et après, si on va dans le domaine de discounted cash flows, les clients sont souvent déçus du fait que les techniques que nous avons sont un peu, disons, limitées au fait que la valeur finale dépend beaucoup d'une valeur résiduelle. Donc, c'est difficile de faire comprendre que tous les outils que nous avons pour gérer ça ont ce genre de limitation. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je reviens sur les deux aspects que vous avez évoqués. D'abord, la disponibilité de données. Je vous ai, en introduction, présenté les acteurs de la Fédération française d'experts en évaluation et je vous ai cité la Compagnie des conseils experts financiers, dont j'ai dit d'ailleurs que Jeannin Audas en avait été un président et non des moindres. Eh bien, à l'époque où justement on travaillait avec Jeannin déjà sur des réflexions, évaluations et autres, on s'est rendu compte qu'effectivement, pour bien travailler, finalement, un évaluateur, c'est d'abord un analyste. Et faut-il encore qu'il ait quelque chose à analyser? Et c'est vrai que l'approche par les marchés, c'est très important. Et même en prenant l'approche par DCF, on a besoin de comparables. Alors, qu'est-ce qu'on a fait à la CCEF? On a créé un groupe de travail et puis on a été passer des accords financiers avec des organismes qui commercialisent des bases de données et on a réussi à obtenir finalement des conditions tarifaires pour nos membres qui leur permettaient effectivement d'accéder aux bases de données. Et puis on a même pu influencer certains de ces pourvoyeurs de bases de données en leur disant « mais attendez, nous, il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas suffisamment renseignés, il y a une attente du marché là-dessus ». Donc, je crois qu'effectivement, nous devons être très proactifs par rapport aux personnes qui conçoivent les bases de données. Et là encore, c'est un problème d'hégémonie parce que vous avez une très forte concentration dans ce domaine-là et c'est effectivement dangereux. Au niveau de la CCEF, on a même été très loin. On a même fait, avec nos membres, 1 millier de personnes, par exemple, en France, faire remonter chaque année sur un certain nombre de secteurs les transactions que vous rencontrez de façon à constituer en quelque sorte votre propre base de données. Parce que si on est dans le monde de la petite et moyenne entreprise, il y a encore des facteurs locaux très, très, très importants. Par exemple, si vous prenez la valorisation de l'activité hôtelière en Floride ou en Espagne, les pratiques locales ne seront pas exactement les mêmes. Si c'est Marriott qui fait l'évaluation, qui fait l'acquisition parce qu'elle achète un immeuble avec 1000 chambres, elle appliquera la même méthode que ce soit pour Barcelone ou que ce soit pour Las Vegas ou que ce soit pour Miami. Mais par contre, si, et le monde hôtelier est intéressant parce qu'il y a un monde plein de petites et moyennes entreprises, ce n'est pas la peine d'aller appliquer la méthode de Marriott, c'est de savoir sur, par exemple, la Costa Brava, quand on observe 100 transactions, finalement, quels sont les éléments saillants qui ressortent de cela. Alors, pour ce qui concerne le DCF, effectivement, les flux financiers
futur de trésorerie, c'est vrai que la valeur terminale représente généralement une partie majeure de la valorisation. Je crois qu'il y a deux façons de répondre à ça. La première, c'est que finalement, c'est une bonne façon de faire apparaître à l'acheteur ou au vendeur que la valeur de l'entreprise ne repose que sur son avenir et qu'effectivement, c'est sa capacité, sa pérennité et finalement l'avantage concurrentiel dont elle dispose et qu'elle saura maintenir qui fait que effectivement il y aura des flux futurs de trésorerie et qu'effectivement on va acheter l'avenir. Mais je crois qu'il faut toujours essayer de le rapprocher et de conforter la valeur issue de l'approche DCF par une approche de comparable. Parce que pour l'acheteur ou pour le vendeur, le comparable, ça compte. Si vous dites, oui, j'arrive à cette valeur-là en DCF, mais regardez, ça me fait un multiple d'EBIT ou d'EBITDA de 6, de 7 ou de 8. Mais regardez sur le secteur, est-ce que c'est un multiple que vous intégrez assez naturellement dans le secteur d'activité? Et à ce moment-là, vous retrouvez un moyen de discussion avec ces gens-là, parce que nos interlocuteurs, en fait, ils ont tous le sentiment que le DCF, c'est la façon la plus magique de piloter une valorisation. Avec un DCF, on fait ce qu'on veut. Et c'est pour ça que je crois que le DCF seul est gênant s'il n'est pas conforté par une approche de comparable. J'espère avoir répondu à votre question. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aura encore une dernière? Bonjour. Oui, Francisco. Bonjour de Lisbonne, bonjour Monsieur Gilles Corcel et de tous les collègues. Je vais poser une question tanto à Monsieur Gilles Corcel. Em avaliação de entreprise, deles ativos, vão haver goodwill positivo ou negativo. Quel est le traitement comptable de valor de goodwill? Positif ou négatif? C'est clair? Non. Votre micro, Monsieur de Courcelles. Votre micro. Voilà, merci. Si vous pouvez me redire la fin de la question, je n'ai pas entendu la fin de la question. Goodwill ou badwill, la fin de votre question. Quel est le traitement comptable del valor très important de goodwill positif ou négatif et la comptabilité? D'accord. Mon micro est mis là? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Alors, en fait, goodwill ou badwill, finalement, vous me posez la question du traitement comptable. On en revient finalement, le traitement comptable, eh bien, il a trait non pas à des normes d'évaluation en tant que telles, mais d'abord à des normes comptables. Si on est en normes comptables, alors je ne connais pas bien les normes comptables espagnoles, mais j'imagine que, comme dans beaucoup de pays, elles ont tendance à converger avec les IFRS. On va avoir effectivement, dans l'appréciation du goodwill ou du badwill, que ce soit lors de l'acquisition, c'est-à-dire au moment où on alloue le prix d'acquisition, le purchase price allocation, on va avoir cette question de se dire quelle est la valeur des différents éléments constitutifs de l'entreprise ou du morceau d'entreprise que j'évalue. Et je vais voir effectivement si, une fois que j'ai affecté tous mes postes, j'ai un reliquat qui va être, s'il est positif, un goodwill, s'il est négatif, un badwill. Et je vais devoir l'analyser. Les méthodes d'évaluateurs derrière sont très utiles pour apprécier finalement le traitement de ce goodwill ou de ce badwill, parce que en mettant en œuvre le basis of value qui est les impairment tests prévus par l'IFRS, vous allez devoir vous positionner non pas d'abord comme un comptable, mais comme un évaluateur. L'évaluateur, la première chose qu'il doit comprendre, c'est le modèle économique de l'entreprise. Et après ça, une fois qu'il a compris le modèle économique, il met en place
ses méthodes de valorisation et il arrive à sa valeur. Sa valeur, il va la comparer avec celle qui est rentrée dans les comptes de l'entreprise. S'il y a un écart positif, il va se dire, non seulement vous avez un goodwill, mais même vous auriez pu l'acheter encore plus cher. Vous avez fait, le cas échéant, une bonne affaire. S'il y a un badwill, il va se poser la question de savoir, finalement, ce badwill, qu'est-ce qu'il représente? Est-ce qu'il représente le fait que j'ai payé finalement très en dessous de la valeur réelle le prix, parce que je suis un habile négociateur, ou bien parce que je sais que moi, je vais avoir des capacités de synergie qui vont m'enrichir, ou bien est-ce que j'ai acheté quelque chose qui est destiné à continuer à faire des pertes, mais je l'ai acheté pour une raison stratégique, c'est que cette entreprise que j'ai rachetée qui faisait des pertes me gênait sur mon marché et que c'est une façon d'évacuer un concurrent. Donc, vous voyez bien que la limite du raisonnement comptable, goodwill ou badwill, c'est de s'enfermer dans la logique comptable, dans la norme comptable, et de ne pas prendre sa casquette d'évaluateur qui, lui, se dit, c'est quoi le modèle de l'entreprise, modèle économique? Qu'est-ce que ça va me générer comme richesse? Comment ça se positionne si c'est moi qui l'ai acheté? Je suis une entreprise dans tel ou tel domaine. Quelle était l'opportunité que j'ai trouvée? Ça se discute avec le management. Et à ce moment-là, effectivement, on va pouvoir qualifier et traiter comptablement le badwill et le goodwill. Pour vous donner un exemple, certains d'entre vous ont utilisé, il y a une douzaine d'années ou une quinzaine d'années, Lotus 1, 2, 3. Est-ce que vous vous souvenez? Peut-être Lotus 1, 2, 3, c'était le premier tableur, c'est un truc formidable. Ça avait été créé par un garçon formidable qui s'appelait Marc Cantor. Et un jour, IBM a annoncé qu'il rachetait Lotus 1, 2, 3. Lotus 1, 2, 3, je crois qu'ils l'ont acheté à une époque, je dirais à peu près 1 milliard de dollars. Aujourd'hui, ça paraît très peu cher pour ce secteur d'activité. Mais si vous allez dans les archives d'IBM et que vous googlisez cette opération, vous verrez que le communiqué d'IBM annonçant cette acquisition, c'est IBM, qui à l'époque n'était pas dans le soft, ils n'étaient que dans le hardware. IBM a acheté ce jour Lotus 1, 2, 3 pour 1 milliard de dollars et a passé un write-off de 500 millions de dollars. C'est les ordres de grandeur. C'est-à-dire que IBM a dit, je l'ai payé plus cher que sa valeur de marché. Mais j'étais en dehors, je n'avais pas vu le marché du soft, il faut que je rattrape mon retard. Je suis prêt à payer 500 millions de primes pour rattraper mon retard et pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je rentre dans mes comptes 1 milliard, mais je fais tout de suite une dépréciation de 500 millions. Ça, c'est un raisonnement goodwill, badwill d'un évaluateur. Est-ce que, Francisco, j'ai apporté un éclairage à votre question? Je crois que ça a l'air d'être le cas. Merci beaucoup, Monsieur de Courcelles. Je crois que je ne peux pas vous inviter à déjeuner, mais je vais vous laisser déjeuner tranquillement chacun d'entre vous de votre côté. Et je me réjouis de vous retrouver à 14h. Vous remercie encore infiniment, Monsieur de Courcelles, d'avoir pris le temps de partager avec nous votre expérience ce matin. Et je me réjouis d'avoir l'occasion de vous rencontrer en vrai lors d'un prochain passage à Paris, ou si vous venez en Suisse, vous êtes bien évidemment le bienvenu. Merci encore Lausanne. infiniment. J'adore Lausanne. Merci encore infiniment pour votre. C'est moi qui vous remercie de l'honneur et du plaisir que j'ai eu à participer à ce webinaire. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde et à tout à l'heure pour ceux qui nous rejoignent à 14h. Merci. Au revoir.